Jean Messia, votre réaction à ce verdict ce soir dans l'affaire écoutez, c'est une affaire hors norme qui m'a personnellement beaucoup bouleversé. Enfin, l'histoire de cette femme, le calvaire de cette femme, devrait-on dire. Moi, je salue le verdict et la sagesse à la fois des réquisitions de l'avocat général, mais également du verdict. En revanche, ce qui m'étonne, c'est qu'en remontant un petit peu l'histoire, on s'aperçoit que le tortionnaire de cette femme, qui était aussi son mari, avait commencé à l'agresser sexuellement et à la violer quand elle avait 14 ans. Et d'ailleurs, je crois que c'est un voisin ou une voisine qui l'avait dénoncé. Et ce père avait déjà écopé d'une première peine de prison de 2 années, suite à laquelle il est revenu dans son domicile. Au domicile familial. Donc je m'étonne, si vous voulez, encore une fois, de ce dysfonctionnement, parce qu'il faut appeler ça comme ça, de la justice, qui renvoie sur les lieux de l'agression sexuelle d'une mineure une personne qui a autorité sur l'enfant au moment des faits, de renvoyer cette personne auprès de la victime une nouvelle fois. C'est ce que vous disiez, Yves Durand. On est dans une affaire hors norme par quasiment tous ces aspects. L'idée que quelqu'un naisse comme ça, pour nous... Ce qui est assez dingue, c'est que ce type ait pu vivre comme ça, en étant très très violent depuis son plus jeune âge, jusqu'à arriver aux horreurs qu'il a commises à son âge adulte, en passant en quelque sorte entre les mailles des filets, à l'exception de cette condamnation pour agression sexuelle. C'est-à-dire que les parents, son père, il était frappé, apparemment ses frères et sœurs aussi. Enfin, il n'y a jamais eu de signalement, jamais eu de plainte déposée, jamais eu de confidence à des voisins qui auraient pu de leur côté... C'est curieux que quelqu'un puisse comme ça avoir une espèce d'odyssée de sauvagerie depuis le début de sa vie, qui se termine avec des conséquences absolument épouvantables, sans effectivement que personne s'en émeuve, ni dans sa famille, ni dans son entourage, ni à l'exception encore une fois de cette condamnation. Mais cette condamnation, on voit bien qu'elle n'a pas arrêté le processus, puisqu'au contraire, il a repris de plus belle après. Jean Messia. Écoutez, c'est vrai que les États-Unis sont marqués par un contexte de violence policière, dont il faut bien dire que c'est souvent effectivement la communauté afro-américaine qui en est la première victime. Maintenant, si vous voulez, moi je ne connais pas le contexte exact de ce jugement, les éléments qui ont été amenés à ce procès, mais du point de vue français, je ne voudrais pas, si vous voulez, que cette affaire, même si c'est déjà trop tard, parce qu'en réalité elle est devenue une sorte d'emblème pour faire de la décalcomanie sur le cas français. On sait très bien que cette affaire George Floyd a été instrumentalisée par toutes les minorités agissantes en France pour essayer de faire des parallélismes un peu hasardeux entre le cas de la police américaine, le cas de la police française. Chez nous, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire ce sont les policiers qui sont victimes au quotidien de violences, de racailles. On a vu notamment, par exemple, ces policiers qui ont été immolés dans leur voiture et dont les verdicts ont été d'ailleurs pas aussi sévères que dans l'affaire Derek Chauvin, mais en inversé. Donc moi, j'aimerais bien, si vous voulez, qu'en France, il y ait ces peines-là, mais pour les agresseurs de policiers. C'est pas aux États-Unis que dans un sens. Encore une fois, ça fait des décennies qu'on veut qu'on effondre le niveau scolaire, parce qu'il y a une massification de l'immigration dans certains quartiers, une massification des problématiques sociales également qui vont avec, et donc il y a dans pas mal d'endroits des classes où il y a une majorité de personnes d'origine immigrée, et donc une majorité de personnes qui n'arrivent plus à s'intégrer avec l'école. Et donc au lieu de pousser effectivement ces gens pas vers le haut, de les tirer vers le haut, on s'efforce depuis des dizaines d'années de niveler tout vers le bas. Alors jusqu'à présent, ces lycées-là étaient préservés. Je rappelle quand même qu'il n'est pas de méritocratie républicaine sans élitisme. Tout simplement, c'est-à-dire que moi je veux que ce soit l'effort et rien que l'effort et le mérite exactement, l'effort et rien que l'effort qui fasse réussir les personnes, c'est tout. Je veux qu'on puisse réussir de la même manière dans un lycée de Seine-Saint-Denis que dans un lycée dans le centre de Paris. Mais pour ça, dans certaines classes, il y a effectivement des minorités qui foutent le bazar, qui empêchent que la classe se fasse de manière normale, que la transmission des savoirs se fasse de manière normale. Jean Messia, au-delà même de l'appartenance à une minorité, il s'agit là d'étudiants boursiers, rien à voir avec leur origine, c'est leur origine sociale en l'occurrence. Il faut pas être naïf, je vais dire, tout
le monde sait très bien que derrière le mot social, c'est un voile pudique qu'on applique très souvent sur la discrimination positive. D'ailleurs, vous en avez parlé vous-même, en tout cas, il en est question. C'est qu'il faut effectivement favoriser un certain nombre de minorités, un certain nombre de personnes, pas seulement défavorisées sur le plan social, mais également, de par leur origine, à accéder à certains lycées, voire à certains postes. Or, moi, je considère que ça, c'est le summum du racisme. Vous savez, moi, c'est mon cas personnel. Il n'est pas question de race encore pour l'instant. Il n'est pas question de race ici. Benjamin Morel, il n'est pas question de race ici. Attendez, s'il vous plaît, la parole est à Benjamin Morel. Je termine. Considérer que quelqu'un ne peut pas réussir ou va moins bien réussir en raison de ses origines et qu'il faut donc une procédure particulière pour l'amener à un niveau, excusez-moi, j'appelle ça du racisme. Quelqu'un qui est noir, qui est arabe... Attendez, s'il vous plaît, alors la parole à l'autre côté, Benjamin Morel, il ne faut pas caricaturer. Juste sur la notion de discrimination positive, la discrimination positive, il faut le rappeler, c'est quelque chose, encore une fois, qui est d'importation américaine. Il s'agissait de réparer, finalement, le tort créé à la communauté noire de par l'esclavage. Et donc, il fallait effectivement leur donner plus, alors qu'on leur avait donné moins pendant des siècles. Mais chez nous, je ne vois pas pourquoi cette notion s'applique. La France, elle n'a jamais été un pays officiellement raciste, elle n'a jamais été un pays d'apartheid, il n'y a jamais eu de racisme systémique en France. En France, si vous voulez réussir, vous pouvez réussir si vous vous donnez les moyens. La France consacre des sommes considérables à l'éducation. Elle déverse des sommes considérables dans les quartiers défavorisés, au titre de la politique de la ville notamment, des zones d'éducation prioritaires. Donc il faut arrêter de dire qu'on ne fait rien pour les couches sociales populaires et pour les immigrés de manière générale. Et qu'un prof de philo, je dis à René Chiche, qu'un prof de philo dise que l'école n'est pas là pour apprendre les valeurs de la République et la laïcité, moi ça me choque. Parce que la philosophie, le prof de philo, le prof d'histoire, le prof de lettres, il est aussi là pour ça. Oui, mais les valeurs de la République, en fait, vous agenouillez d'autant plus facilement devant des valeurs de la République que vous les définissez jamais, en fait. Tout le monde bêle valeurs de la République à tort et à travers, et personne ne les définit jamais. De quelle République vous parlez ? On disait tout à l'heure. De quelle République vous parlez ? C'est la République, elle est française, Yves Durand, elle se qualifie. Il faut d'abord leur parler de la France, des valeurs de la France. C'est certainement un métier qui n'est pas reconnu, mais c'est aussi un métier qui n'a plus d'autorité. C'est-à-dire aujourd'hui, l'autorité de l'enseignant par rapport à ses élèves, par rapport aux parents d'élèves, fait qu'effectivement, en plus de la difficulté d'exercer son métier au jour le jour, fait qu'il est plus reconnu, mais les problèmes qu'on a soulignés ce soir, en fait, ils datent déjà d'il y a une trentaine d'années. Moi, j'étais enseignant dans les années 90 à l'université. Eh bien, dans des copies en licence à l'époque ou en maîtrise, j'avais un étudiant qui m'a écrit un jour depuis la nuit des temples, où les consommateurs sont pris pour des bouquets mystères. J'avais tenu un bêtisier de toutes les âneries. Allez, merci, ça nous fait rire, parce que le problème est un peu tragique. Alors merci de nous avoir fait rire. Il faut terminer. Oui, non, mais c'est-à-dire que ça s'est aggravé, mais ça date pas d'aujourd'hui. Il faut terminer malheureusement cette conversation.